Comme toute activité de pensée, comme la philosophie même, selon Deleuze, la théorie littéraire a pour vertu, je crois, de créer des concepts. Je me suis consacré à cette tâche créatrice depuis quelque temps en imaginant sous le nom de cinéfiction un concept pour définir le rapport performatif de la littérature au cinéma. Ma conférence n'a qu'un seul objectif, faire exister un concept qui n'existe pas encore publiquement. Elle sera donc son acte de naissance. Toute naissance suppose une relation préalable, une proximité intense et sans aucun doute beaucoup d'amour. Le concept de fiction ne serait pas une idée et encore moins un projet si je n'avais pas rencontré Christine Montalbetti. L'entremetteuse est ici avec nous, pas elle, bien entendu, mais son roman Western qu'elle a publié en 2005. Ce roman m'a immédiatement séduit. Tout s'y passe très lentement, si lentement même que j'avais du mal à suivre un récit qui était somme toute banal. En voici d'ailleurs le résumé. Un homme, Christopher, surnommé le trentenaire, à moitié endormi sous un auvent, s'éveille et se rend chez son ami Dirk, Ted et Mary pour dîner avec eux. Il revient ensuite à sa chambre où il fait une sieste après laquelle il regarde par la fenêtre pour voir les étrangers qui arrivent par la diligence. Il y reconnaît une amie d'enfance, Georgina. Il va la rencontrer au saloon pour apprendre qu'elle est venue lui signaler la présence de Jack King dans les environs, celui qui a tué le père, la mère et la sœur de Christopher lorsqu'il était enfant. Il part alors à la poursuite de King, le rattrape et le tue en duel. Comme la plupart des récits westerniens, l'intrigue est une extraordinaire simplicité. Les innombrables descriptions détaillées qui dilatent la durée de l'histoire nous en fait perdre néanmoins le sens. Ce roman, sans dialogue, ou à peu près pas, m'a donné l'impression de percevoir un monde à moitié endormi, où les âmes sont pour ainsi dire en constant flottement, comme dans les films de Marguerite Duras, ou encore il m'a donné l'impression de voir un film que l'on aurait volontairement ralenti. C'est pourquoi d'ailleurs je rapproche très souvent mon expérience de lecture de western de l'installation vidéographique 24 Hour Psycho de l'artiste Douglas Gordon, qui, en prolongeant exagérément la durée du chef-d'œuvre d'Hitchcock, dissocie les images de la trame narrative, nous plongeant ainsi dans un état de rêve. Le rythme lent de western m'apparaît propice à l'acte de naissance de mon concept. Il y a quelque chose qui n'en finit jamais d'arriver. La première scène qui décrit en temps réel, dirait-on, l'éveil tranquille d'un cow-boy sous un auvent et la progression lente de la lumière naissante à l'aube dure plus de 29 pages. Voilà bien un des rares exemples où le temps de la lecture semble parfaitement synchrone avec le temps de l'histoire. Voici le début. Appelons-le comme on voudra, ce trentenaire à la chemise carrelée qui se berce sous l'auvent, selon un dispositif tout ce qu'il y a de plus bricolé, ma foi, un balancement de fortune, rien du rocking chair déployant harmonieusement sa courbure en une lente oscillation, dans une présentation ergonomique qui facilite la rêverie, mais une situation d'expédient, l'usage un peu forcé d'une chaise sénescente dont les entailles et macules comptent les passés peu soignés. Voyez ces coches, ces tiquetures, ces estafilades au barreau, ces scarifications au dossier, etc. Aussi, avant que le cow-boy s'éveille sous la lumière blanche et vive du matin à la page 29, je dispose d'un temps suffisamment long pour justifier mon concept de cinéfiction en le situant dans le prolongement théorique des rapports entre la littérature et le cinéma. Les rapports entre les deux arts ne datent pas d'hier.
Ils ont été envisagés et expérimentés de nombreuses façons et ils ont été à l'origine de plusieurs métaphores, de discours et de débats. Pour ne pas m'éterniser dans une digression à n'en plus finir, pour faire une histoire courte en somme, j'ai réuni en 3 groupes les grandes tendances qui définissent leur principale interaction. Dans le premier groupe, je range tous les discours entourant la perception pré-cinématographique. Dans le second, ceux sur le cinéma qui s'inspire de la littérature. Et enfin, dans le troisième groupe, tout ce qui, dans la littérature, s'inspire du cinéma. Avec une certaine évidence, le concept de cinéfiction trouve naturellement sa place au sein du troisième groupe, plus tardif au demeurant que les 2 premiers. Mais cela est vrai en partie seulement, car la cinéfiction, comme je le proposerai plus loin, a besoin pour vivre d'un terme intermédiaire qui dynamise le rapport entre la littérature et le cinéma. Ce supplément semble ainsi infléchir de manière décisive la dernière tendance. Je vais présenter ces 3 groupes un à un, en m'attardant bizarrement, comme vous le verrez, sur le premier. Vous comprendrez pourquoi un peu plus loin. Dans le premier groupe, comme je l'ai dit, je range tous les discours qui concernent la perception pré-cinématographique. Le cinéma existait avant le cinéma. L'art des images en mouvement n'aurait que réalisé sur le plan technique une perception cinétique du monde. C'est bien la thèse de Gilles Deleuze dans son premier ouvrage sur le cinéma, dans lequel il oppose à la phénoménologie les intuitions vitalistes de Bergson. Il affirme en effet que ce sont les choses qui sont lumineuses par elles-mêmes, sans rien qui les éclaire. Toute conscience est quelque chose. Elle se confond avec la chose, c'est-à-dire avec l'image de la lumière. Bref, ce n'est pas la conscience qui est lumière, c'est l'ensemble des images ou la lumière qui est conscience, immanente à la matière. Quant à notre conscience de fait, elle serait seulement l'opacité sans laquelle la lumière, se propageant toujours, n'eût jamais été révélée. C'est l'univers comme cinéma en soi, un métacinéma. Le métacinéma de Deleuze concrétise bien, à mon avis, la formule pré-cinématographique du rapport perceptuel de l'homme avec le monde en mouvement. Le critique et théoricien du cinéma Siegfried Kracauer, ami de Benjamin, s'accommoderait sans doute assez bien de ce métacinéma. Dans son ouvrage au titre inspirant, L'histoire des avant-dernières choses, Kracauer n'hésite pas à illustrer le travail de l'historien en le comparant au montage cinématographique. Notre perception du monde du passé est un cinéma. Certains font l'histoire en agençant les gros plans de détails dans un montage saccadé. D'autres, à l'inverse, perçoivent le passé en plan éloigné qu'ils agencent en continu sous la forme d'un plan séquence. C'est pourquoi, sans doute, le cinéma des écritures historiennes de Kracauer trouve son homme, non pas parmi les historiographes, ni les cinéastes, mais les écrivains. Proust est pour Kracauer la référence incontestée pour définir le regard que l'on porte sur le monde passé, parce qu'il est celui qui a le mieux saisi la perception fondamentalement cinétique de l'homme qui provoque des effets de brouillage et des superpositions d'images. Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient que quelques secondes. Souvent, ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres les diverses suppositions dont elles étaient superpositions, je crois. J'ai peut-être fait une erreur. Que nous n'isolons en voyant un cheval courir les positions successives que nous montre le kinétoscope. Et tant qu'à y être, puisque je ne suis pas à la minute près et que je peux très bien différer indéfiniment le réveil du cow-boy à ma guise, pourquoi ne pas citer Émile Zola, qui connaissait déjà le cinéma maison et l'écran plat. Toute œuvre d'art est comme une fenêtre ouverte sur la création,
Il y a, enchâssé dans l'embrasure de la fenêtre, une sorte d'écran transparent à travers lequel on aperçoit les objets plus ou moins déformés. Tout dépend de l'appareil, en effet. Stendhal avait le sien pour définir métaphoriquement le métacinéma. Et monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hotte sera pour vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. La critique de Stendhal me semble encore d'actualité, mais elle ne doit pas nous aveugler sur une chose, cependant. La manière dont Stendhal décrit les déplacements du miroir anticipe deux mouvements de caméra connus, le travelling et la panoramique verticale. Mais revenons encore plus en arrière, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans son poème de la nature, Lucrèce affirmait que la lumière était des émanations inframinces de corps, des simulacres. Vous savez bien. Or, seuls 3 appareils pouvaient percevoir ou retenir ces corpuscules de lumière: les yeux, la mémoire et le miroir. Or, Lucrèce a une formidable intuition pré-cinématographique en s'interrogeant sur le mouvement des simulacres. Il s'est demandé, en effet, combien de simulacres se détachaient du corps dans le temps pour reproduire l'impression parfaite du mouvement des corps. Un cinéaste lui aurait répondu sans doute aujourd'hui 24 simulacres par seconde. Mais quoi? Lorsqu'en songe, nous voyons les simulacres s'avancer en cadence et faire des gestes souples, d'une souplesse qui donne à leurs bras tant d'inflexion, et puis dessiner à nos yeux des pas harmonieux. Est-ce donc que les simulacres connaissent l'art de la danse et qu'image errante ils ont pris des leçons pour nous offrir ces jeux nocturnes? Ou bien, n'est-il pas vrai plutôt que dans notre perception apparemment unique, qui prend le temps d'une émission de voix, de nombreux temps se succèdent secrètement que la raison découvre? Ainsi s'expliquerait qu'à tout moment, en tout lieu, une foule de simulacres variés attendent, tant ils ont de mobilité, tant leur nombre est grand. C'est quand même hallucinant. comme passage. Mais pourquoi à ce point conclurais-je mon enquête sur l'univers comme cinéma à Lucrèce? Le film de Werner Herzog, La grotte des rêves perdus, m'invite à reculer encore plus loin dans le temps pour boucler la boucle du métacinéma deleuzien. Et ce, non seulement parce que le titre de son film me rappelle Proust, mais aussi parce que ma petite histoire trouve un véritable achèvement dans l'archéologie. Les images d'Herzog nous découvrent une grotte vieille de 20 000 ans, vierge de surcroît, et qui recèle les premiers vestiges de la représentation, dont les emblématiques mains négatives. Or, c'est en filmant ces vestiges iconiques qu'Herzog y découvre non seulement les premiers rêves perdus de ces hommes, mais le véritable ancêtre qui l'annonce, lui, comme cinéaste. Ces images nous montrent en effet un dessin où son auteur a manifestement voulu reproduire la course d'un cheval en multipliant les pattes et les effets de redressement du buste. Cette rencontre inusitée de l'origine du cinéma dans une grotte du Paléolithique a de quoi laisser pantois. Je savais qu'Herzog aimait la nature, mais filmer la première image cinétique a de quoi surprendre et émouvoir les plus nostalgiques en retrouvant le temps. Cette brève histoire de la perception pré-cinématographique ne fait que confirmer ce que nous savions tous déjà. La reproduction de la réalité cinétique existait bien avant l'invention du premier cinématographe. Or, si la littérature s'est toujours adonnée à représenter nos perceptions, non seulement spirituelles, mais aussi physiques, ces métaphores ou analogies n'ont plus rien de surprenant. Les retrouver constitue sans doute une quête grisante pour les érudits. Mais c'est là que l'exercice trouve sa limite, car à défaut de devenir autre chose qu'un simple repérage,
cette quête se dissout dans l'enchaînement d'impressions passagères suscitées à chaque nouvelle découverte. Pourquoi alors vous avoir embêté avec cette histoire absurde? Ce genre d'érudition n'est pas un défaut en soi, loin de là, et je m'y adonne bien souvent comme je viens de le faire. Il plaît généralement dans les conférences, non seulement parce qu'il communique presque instantanément de l'information objective, mais surtout parce qu'il se consomme rapidement. Ce genre d'érudition peut devenir un vice toutefois lorsqu'il se substitue à la théorie. Un bon nombre d'ouvrages qui prennent directement pour objet les rapports entre la littérature et le cinéma ne parviennent pas très souvent à éviter la tentation de citer à profusion les auteurs comme ultime preuve théorique des rapprochements entre les deux arts. L'un des derniers ouvrages à être publié sur le sujet en est un exemple frappant. Il s'agit du livre de Jean Clédé, Entre littérature, les affinités électives, paru en 2012 chez Armand Collin. Je connais assez bien l'auteur pour ne pas l'accuser de malhonnêteté. Son livre est trop bien écrit, bien pensé pour cela. L'effort pour trouver les preuves textuelles des métaphores et des analogies qui scellent le rapprochement entre les deux arts y est considérable. J'ai l'impression néanmoins qu'en citant aussi longuement autant d'écrivains, Clédé dilue le rapport entre la littérature et le cinéma dans une entreprise philologique qui se contente de l'allusion à Goethe pour définir sa théorie de l'hybridation. Affinité élective. Cette métaphore est sans doute juste, mais elle m'apparaît bien mince aujourd'hui pour saisir la relation intermédiaire entre les genres. On retrouve aisément dans l'ouvrage de Clédé les deux autres groupes dont je parlais plus tôt et qui réunissent la plupart des discours sur les interactions entre la littérature et le cinéma. Le second groupe, rappelons-nous, inclut tout ce qui s'est dit ou écrit sur le cinéma qui s'inspire de la littérature. L'adaptation, le théâtre filmé, le primat du récit, tout cela agrémenté de nombreux passages dans lesquels les cinéastes avouent s'être inspirés de la littérature, notamment Eisenstein par les maîtres de la littérature russe et Godard par les idées sur l'image de Reverdy. Ce deuxième groupe m'interpelle peu. En revanche, le dernier groupe, le troisième, celui qui réunit les rapports que la littérature entretient avec le cinéma, m'intéresse beaucoup plus puisque mon concept de cinéfiction y trouve sa place. J'y inclus d'abord ce qu'on appelle les tropismes cinématographiques, c'est-à-dire toutes les allusions directes, les indications, les signes, le vocabulaire qui font penser explicitement au cinéma, comme un titre, le nom d'un auteur, d'une actrice, la reconstitution d'une scène de film, etc. Ces tropismes tournent le regard du lecteur vers le cinéma. Le titre du roman de Montalbetti, Western, est très explicitement un tropisme cinématographique, comme l'est aussi le titre d'un autre de ses romans, Journée américaine, qui fait explicitement référence au film Nuit américaine de Truffaut, qui lui-même reprend le nom d'une technique cinématographique qui, à l'époque, consistait, comme on le sait, à filmer des scènes de nuit en plein jour. Outre les tropismes cinématographiques, la littérature s'inspire du cinéma d'une autre manière que l'on définit comme un genre et que l'on appelle les écritures cinématographiques. Ces écritures réunissent tous les textes qui, soit reprennent les techniques du scénario comme Neige noire d'Hubert Aquin, soit adaptent un film sous la forme romanesque, ce qui est connu sous le nom de novélisation. Les écritures cinématographiques n'intéressent guère mon concept de cinéfiction. Par contre, il y a un autre quasi-genre qui en inverse le nom et qui concerne directement mon concept. Les cinématographies de l'écriture, ou cinématographie tout court, en mettant en italique graphie, rassemble toutes les techniques d'écriture qui tentent de reprendre le rythme d'un film, des effets filmiques, des mouvements de caméra, travelling panoramique, de cadrage, plan et échelle de plan, d'image ou de perspective. Les cinématographiques est un concept qui sert à désigner un travail dans l'écriture qui, en s'inspirant des rythmes et des mouvements des images cinématographiques, augmente les pouvoirs de la littérature.
De Manhattan Transfer au USA de Dos Passos à Point Omega de Delilo en passant par Lolita de Nabokov, les cinématographies de l'écriture se retrouvent massivement dans le roman américain. Ce que les titres western et journées américaines de Montalbetti ne manquent pas de nous rappeler. En adoptant une approche oblique des rapports entre le cinéma et la littérature pour découvrir leur angle mort, pour cartographier le territoire de leur rencontre, Jean Clédé termine son essai sur les cinématographies de l'écriture qui, selon lui, déterminent le stade le plus tardif de leur hybridation. Il y a de quoi se réjouir, mais son ambition intermédiaire est constamment compromise par un excès de prudence. Clédé ne veut pas tout mélanger, tout confondre. Il y a bien, certes, hybridation, mais elle est difficile à désigner, à localiser, tant qu'elle n'est pas verbalisée, selon lui. C'est pourquoi il s'appuie constamment sur les métaphores et les analogies qui nourrissent les discours des écrivains. Eh bien, je dis alors que tant que l'on placera la métaphore au cœur des liens entre littérature et cinéma, aussi vive soit-elle, on n'arrivera jamais à croiser leur intersection. Si je place mon concept de cinéfiction dans la catégorie cinématographie de l'écriture, je désire l'ouvrir en évitant l'écueil théorique des spécialistes de la métaphore qui font l'économie d'une théorie de l'hybridation et d'une théorie de l'image. Ce point aveugle théorique m'apparaît emblématique des discours sur les liens entre la littérature et le cinéma qui s'estiment fortement avisés en affichant à l'entrée de leur livre une lapalissade « La littérature n'est pas du cinéma ». Cette affiche équivaut, pour celui qui aurait voulu, comme moi, y trouver une véritable hybridation des genres, à l'avertissement devant l'enfer dantesque, toi qui entres ici, abandonne toute espérance théorique. Revenons un moment à la première scène de western, où notre cow-boy doit être sur le point de se réveiller. Si l'on accepte cette botte et le mouvement de bascule dont nous avons essayé de rendre compte du mieux que nous avons pu, les événements dans ce matin engourdi qui tarde à paraître ne sont pas légion. Et pour l'heure, il m'est difficile de vous en dire beaucoup plus, sauf à m'approcher de la poutrelle sur laquelle se profile la botte et de remarquer que tiens, alors qu'on croyait avoir dénombré exhaustivement tout ce qui dans cette scène relevait du vivant, il y a là, regardez-moi ça, une cohorte d'hexapodes tout frétillants, remuant avec dextérité leurs pattes, allant leur bonhomme de chemin, et si bien qu'en attendant que le jour se lève et que notre homme, qui paraît encore dans une sorte de vague intérieure où ne s'étire qu'un méli-mélo de pensées endormies, formule des bribes de monologues plus précises, on peut toujours se pencher sur leur colonne sinueuse, sur ce pointillé exact, régulier, mobile qu'elles tracent là, et, en vision macroscopique, reconnaître qu'ils ont assez fière allure, avec leur lot de tarières, crochets, pinces et autres aiguillons. Et visez-moi celui-là, avec son labre dégoûtant qu'il fait monter et descendre dans l'air matinal. À force de ne pas théoriser les rapports entre littérature et le cinéma, c'est là, à mon avis, que l'on risque de tout confondre. Premièrement, pour penser les interactions entre le cinéma et la littérature, il faut une véritable théorie qui ne peut faire l'économie, je pense, d'une philosophie du signe. Entre la littérature et le cinéma, il faut imaginer un troisième terme qui dynamise leurs relations et précise le lieu de leur rencontre. Je prendrai pour point de départ l'idée que la littérature renvoie au cinéma pour quelqu'un sous quelque rapport. Vous aurez reconnu là la définition pragmatique du signe, et ce quelqu'un est ce troisième terme. On peut l'appeler avec Peirce, un interprétant, et avec Spinoza, un acte de discernement du corps. Deuxièmement, il faut une théorie de l'image qui ne repose plus sur la ressemblance. C'est la seule manière de se débarrasser des métaphores, des analogies, des allusions qui, bien qu'elles soient lumineuses et agréables pour l'entendement, maintiennent la littérature et le cinéma à bonne distance.
Il faut une théorie de l'image qui réponde à la pragmatique du signe en concevant l'acte de discernement ou l'interprétant comme le principe actif de l'imagination. Ce qui revient à dire que l'image n'est rien d'autre qu'un enchaînement d'impressions du corps. La dimension performative du concept de cinéfiction repose sur les principes de cette pragmatique du signe et de cette théorie de l'image, mais ne s'y arrête pas. Je tâcherai donc, dans un premier temps, de présenter très brièvement ces principes à partir de l'ontologie modale et la théorie de l'image de Spinoza, pour investir dans un deuxième temps ces principes dans une théorie de la performativité issue des actes de langage. C'est ma déformation académique qui me fait passer par Spinoza. Mais c'est toujours intéressant. Pas jusqu'au grottes, par exemple. On va s'arrêter à ça. Antonio Negri a dit que si nous voulions connaître la politique d'un philosophe, il fallait étudier son ontologie. Nous verrons qu'il en va de même pour la littérature. Le concept d'être chez Spinoza est fondamentalement dynamique, immanent. Spinoza ne pense plus l'être en termes de substance, mais en termes de mode, c'est-à-dire de manière d'être. Or, une manière d'être signifie une manière pour le corps d'être affecté par un autre corps et d'affecter un autre corps. Le mode n'est que la modification d'un autre corps par une autre chose qui en modifie un autre et ainsi à l'infini. L'ontologie de Spinoza repose donc sur la rencontre, la connexion, le contact réel entre les corps. C'est pourquoi sa question « Qu'est-ce qu'un corps peut ?» identifie le spinozisme et que son ontologie est fondamentalement pratique. Son concept de Dieu, la seule et grande substance concevable qui ouvre l'éthique, n'est que connexion et qu'enchaînement entre tous les corps. Sa puissance équivaut à la puissance actuelle de tous les corps dans leur interaction. C'est le monde dans son principe dynamique, en pleine constitution. Il faut croire alors que lorsqu'on commence un ouvrage sur les interactions entre la littérature et le cinéma, en les pensant chacun de leur côté comme des substances, on se situe à l'exact opposé de l'ontologie modale et pratique de Spinoza, comme c'est le cas chez Clédé, qui commence son essai en les pensant effectivement comme des substances différentes. Et ce n'est pas qu'une anecdote, qu'un point de détail. On peut dire et faire beaucoup de choses avec l'idée de substance, mais la logique nous a appris une chose que l'on ne pouvait pas faire avec elle, c'est de l'imaginer occuper le même lieu qu'une autre substance, ou d'imaginer deux substances occuper un même lieu. Dans un ouvrage paru en 2007, Yves Citon pense la littérature d'une manière ouvertement spinoziste en demandant qu'est-ce que l'être de la littérature ou, corrélativement, qu'est-ce que la littérature peut. Sa réponse est sans équivoque. La littérature est un corps qui est affecté et qui affecte d'autres corps. C'est une grande mémoire qui retient les impressions, les traces de ses affections. C'est pourquoi la littérature est un champ de traçabilité ou encore, comme le dit Citon, une interface d'impression. En fondant ainsi l'être de la littérature sur une théorie de l'être modal, Citon nous permet de poser en principe une équivalence constitutive entre non seulement la littérature et le cinéma, mais aussi entre une œuvre littéraire et son interprétant comme le corps qui la reçoit. Les arts incluant la production des œuvres, les artistes ou auteurs, leur réception et les lecteurs ou spectateurs sont tous connectés les uns aux autres selon un enchaînement qui peut être discerné par l'imagination sous la forme, bien sûr, d'une image. Si l'on veut connaître la conception de la littérature de Citon, il faut avoir en tête préalablement l'ontologie de Spinoza. Dans un autre ouvrage publié en 2005, Lorenzo Vinciguerra, dans Spinoza et le signe, fait de Spinoza un sémiologue, en soulignant même les similarités avec Peirce. En partant de l'idée de Baudelaire de l'immense et compliqué palimpseste de la mémoire, Vinciguerra a bien saisi également la perception quasi-littéraire du corps chez Spinoza. Le corps est ainsi une écriture d'écriture, une mise en scène autant qu'une mise en scène de marque qui s'enrichit
et se complexifie avec l'expérience. À partir de cette idée du corps comme écriture, Vinciguerra définit l'image et l'imagination chez Spinoza. Les images de choses ne sont que des affections du corps, donc des impressions ou des traces qui s'enchaînent à d'autres impressions. Or, la théorie des affects de Spinoza est pensée de manière géométrique, c'est-à-dire en termes de lignes, de plans et de points, qui forment dans leur agencement des tracés. Ce qui veut dire que l'image, chez Spinoza, n'est pas de nature mimétique ou photographique. L'image, chez lui, est pensée comme un plan, un diagramme. L'essence de l'image est plutôt ce qui permet à une image de se joindre à d'autres images, car aucune image n'a la faculté de subsister d'elle-même comme déterminée par rapport à sa signification. Pour que donc l'image puisse devenir l'image de quelque chose, il faut paradoxalement que les images singulières se conjuguent au pluriel dans un enchaînement ou par une mise en chaîne, qui, à cette condition seulement, détermine la signification des choses. À la limite, ce que nous comprenons comme une image n'est jamais qu'un certain enchaînement, car chaque image n'a de sens que dans cette mesure qu'elle est le résultat d'un enchaînement de traces. L'imagination, alors, est un acte de discernement, un interprétant, dit-il, qui donne aux images leur signification. Image, c'est signifier en une image un enchaînement d'images. C'est signifier des tracés, autrement dit. Or, vous allez me demander, quel est le rapport entre Spinoza et le performatif et les actes de langage qui fondent mon concept de cinéfiction? On peut penser les choses ainsi. La littérature est une interface d'impression, et cette interface est affectée en aval par le cinéma et affecte en amont le lecteur de cette impression première. Le lecteur, lui, n'est pas une pure réceptivité. S'il reçoit l'impression cinématographique de l'œuvre littéraire, c'est parce que lui aussi, comme interprétant, a l'habitude du cinéma, c'est-à-dire qu'il en porte les traces dans son corps. La performativité cinématographique de la littérature se fait donc par l'intermédiaire du corps de l'interprétant. Voilà sans surprise le troisième terme, le supplément que je vous annonçais au début. Comme le cow-boy de western n'est toujours pas éveillé, le narrateur s'apprête à décrire en gros plan la marche frétillante des fourmis en avertissant au préalable le lecteur de son entreprise. Adoptons un instant leur point de vue. Ceux que la vie des animaux n'intéresse pas peuvent se rendre directement et sans dommage à la page 19. La cinéfiction désigne le rapport performatif de la littérature au cinéma. Ce rapport se présente de deux façons. D'abord, sous la forme d'un performatif explicite, dans ce que j'appellerai le pacte cinématographique avec le lecteur. Ensuite, il se présente sous la forme d'un performatif implicite, dans ce que j'appellerai l'image diagrammatique. Je vais commencer par le performatif explicite, c'est-à-dire par le pacte cinématographique avec le lecteur. La cinéfiction est un concept qui désigne des indices embrayeurs qui, dans une œuvre littéraire, disposent le lecteur à une lecture cinématographique, en l'invitant à se remémorer des impressions qu'il aurait vues en voyant des films. La cinéfiction vise donc les expressions linguistiques dans leur action et non dans leur représentation. C'est pourquoi je développe le concept en utilisant la théorie des actes de langage ou du performatif. Or, ces indices embrayeurs établissent ce que j'appelle le pacte cinématographique avec le lecteur. Ce pacte définit la première dimension du concept de cinéfiction, celle qui établit la relation de la littérature et du cinéma dans le corps même du lecteur. Ma thèse est la suivante. Montalbetti cherche à susciter une conduite mentale de la part de ses lecteurs en l'amenant à retrouver dans sa mémoire filmique les impressions qui correspondraient le mieux à ce qu'il est en train de lire dans le roman. Ces actes de fiction sont des actes perlocutoires,
Leurs effets ne sont donc pas immédiats sur les lecteurs et leur succès n'est pas garanti. Un lecteur pourrait très bien se sentir brusqué par les nombreuses interpellations du narrateur ou trouver tout simplement ennuyeuses les longues descriptions qui perturbent sa tranquille immersion dans le récit. C'est pourquoi l'écrivaine use de rhétorique. Elle dispose graduellement une variété d'actes de fiction pour forcer le lecteur à adopter lentement une pratique de lecture. Cette rhétorique m'autorise alors à parler d'actes illocutoires au sens de Searle. En accomplissant un acte illocutionnaire, le locuteur entend produire un certain effet sur son interlocuteur en l'amenant à reconnaître l'intention qu'il a de produire cet effet. Je voudrais alors montrer comment Montalbetti amène le lecteur à reconnaître l'effet qu'elle veut produire sur lui. Autrement dit, je vais relever les actes illocutoires dans Western qui s'efforcent à établir cette reconnaissance. Ce sont là des performatifs explicites qui fondent le pacte cinématographique avec le lecteur. Les premières interpellations au lecteur se présentent sous le mode illocutoire expositif qui précise la conduite de son discours. Je vous résume, je vous explique, etc., etc. Certaines interpellations cherchent plutôt, elles, à influencer le comportement du lecteur, ce qu'on appelle des illocutoires comportatifs, sur le mode de la demande ou de la suggestion pour instaurer une position commune sur l'univers de fiction. Appelons-le, voyons cela, imaginons, félicitons-les, contentons-nous, je vous prie. D'autres interpellations, enfin, proposent explicitement des prises de vue sur le récit, des angles qui infléchissent le champ visuel et la conduite perceptuelle du lecteur. Ces interpellations sont des actes illocutoires exercitifs, ce sont des ordres. Faut-il voir? Visez-moi celui-là. Adoptons un instant leur point de vue. Vous voulez représenter Bavassan. Représentez-vous quelque chose de brut. Regardez le bouger délicat, etc., etc. L'auteur ne laisse guère d'autre choix au lecteur ici que d'y obéir, parce qu'elle présente l'exigence minimale pour s'engager dans le récit. Elle ne manque pas de lui rappeler d'ailleurs, tout juste avant l'éveil du cow-boy, on y voit bien à présent, on y voit même parfaitement, et l'action, je crois, peut commencer. À la manière d'un prologue visuel dans certains films, les premières pages du roman western instaurent, si je puis dire, le régime de visibilité de l'œuvre sur le mode performatif. C'est pourquoi le lecteur n'est pas du tout surpris d'y rencontrer à la lecture des tropismes cinématographiques connus comme travelling ou encore panoramique. Le pacte est conclu. Le lecteur a saisi l'effet que l'auteur voulait produire sur lui, comme dirait Searle. L'image diagrammatique représente le deuxième moment du concept de cinéfiction, qui se caractérise différemment du pacte cinématographique par une dimension performative implicite, qui touche au regard et à la perception. À mon avis, par sa forte propension d'actes de fiction, Western remplit les conditions pour en appeler au cinéma, autrement que sur le mode métaphorique ou anecdotique, en donnant à lire au lecteur des descriptions verbales qui l'amènent à reproduire dans son esprit des relations caractéristiques d'images cinématographiques. Voilà ce que j'entends par image diagrammatique dans le roman de Montalbetti, une image qui est un enchaînement d'images. Avec l'image diagrammatique, la cinéfiction trouve son sens complet. Ce qui veut dire, en somme, que le concept est né. C'est pourquoi j'ai choisi, pour souligner l'événement, un passage du roman qui évoque à la fois l'éveil du cow-boy et l'idée d'image diagrammatique sous la forme d'une image ordonnée et docile d'un pointillé. Et tandis que le défilé des cirrocumulus qui paraissent au-dessus de la scène offre la même image ordonnée et docile que la ligne au pointillé parfait de nos hexapodes,
notre trentenaire, s'éveillant d'un coup à lui-même, rassemble dans un sursaut les forces vigilantes qui rendent à peu près présent aux situations. Cette petite équivalence entre deux formes de tracé, comprises comme une image, équivaut à une véritable théorie de l'image diagrammatique, au sens où l'équivalence se fait d'abord par la connexion d'une impression passée, celle des hexapodes au début, et d'une impression présente à la page 29. Cette image n'est manifestement pas représentative. Le défilé des nuages et le cortège des fourmis correspondent géographiquement et non mémétiquement. Géométriquement, pardon, et non mimétiquement. Voilà bien ce que Peirce entendait par image diagrammatique et ce que Spinoza entendait par image de choses, des enchaînements de traces et d'impressions et non des images claires et distinctes comme une photographie. Notre cow-boy est bien éveillé et il se rend maintenant chez ses amis pour dîner. Pour ce faire, il doit traverser le village en saluant au passage les habitants sur le seuil de leur maison. Montalmetti décrit très longuement cette scène, à la manière d'un travelling sans le dire explicitement. L'auteur n'utilise pas en effet le terme travelling, bien qu'on en reconnaisse la formule dans continuité matérielle des espaces. Le lecteur l'accompagne d'ailleurs dans sa traversée, comme si finalement l'auteur désirait lui faire prendre le point de vue mouvant de la caméra, ce que François Jost appellerait l'ocularisation ou l'œil caméra. Cette promenade matutinale, dont la raison d'être tient essentiellement à la continuité matérielle des espaces, dont on ne peut faire fi dans le monde réel, j'ai fait une petite erreur, vous sera aussi occasion de rencontrer quelques-uns des habitants. Bonjour donc, Thomas Burnett, qui vous rend ce bonjour d'un bref signe préoccupé dans l'air, car son œil a aperçu derrière vous le papier brun qui bondissait tout à l'heure de concert avec les chardons. Mais lisons tout de suite cette autre scène, dans laquelle l'image diagrammatique est non seulement brillante, mais nous met sur la piste de la signification de ces images de type géométrique. La lumière qui provient de la fenêtre arrière du saloon asperge leurs chemises, éclabousse leur visage. Lui, sur une joue dont la sudation la réfléchit à merveille, se répercute bien sur le coton propre d'une épaule, d'une jambe qui essaie un ciseau jeté dans l'arène. Sur l'émail d'une dent, toc, dans le blanc d'un œil giclant mieux encore sur un bouton argenté, l'agrafe d'une salopette, et puis s'opacifie, s'amortit par la terre dont peu à peu il se couvre. Eux qui se roulent au sol, se relèvent dans bien que mal, rechutent. Bientôt deux créatures toniennes, faites d'une seule et même glaise sombre à laquelle ils ne cessent de retourner. L'image diagrammatique dans cette scène est produite par l'enchaînement des choses qui reflètent la lumière. On y repère aisément un bouger qui rappelle des mouvements de caméra, une légère panoramique verticale qui part de la source lumineuse qui provient de la lumière du saloon jusqu'au sol qui l'absorbe. On y repère également différentes échelles de plans. Mais l'effet global de cet enchaînement, la véritable image diagrammatique de la scène, c'est la géométrie du plan séquence. On suit la lumière en continu, car la lumière est le principe même de la continuité matérielle des espaces et la géométrie du plan. Dans une brève étude sur le cinéaste Bellatar, Jacques Rancière a décrit les impressions que laisse la géométrie du plan séquence. Or, cette description pourrait convenir à quelques détails près à la scène que je viens de lire dans Western. Bellatar y insiste. Si le montage comme activité séparée a si peu d'importance dans ces films, c'est qu'il a lieu au sein de la séquence qui ne cesse de varier à l'intérieur d'elle-même. En une seule prise, la caméra passe d'un gros plan sur un poêle ou un ventilateur à la complexité des interactions dont une salle de bistrot est le théâtre. Elle remonte d'une main vers un visage avant de la quitter pour élargir le cadre ou pour faire le tour d'un autre visage. Elle passe par des zones d'obscurité avant de venir éclairer d'autres corps saisis maintenant à une autre échelle.
Elle établit une infinité de variations infimes entre mouvement et immobilité. Travelling qui avance très lentement vers un visage ou arrêt d'abord inaperçu du mouvement. Ce diagramme du plan séquence conviendrait, comme je l'ai dit, à plusieurs scènes du roman western. Elle nous met par ailleurs sur la piste de leur signification, laquelle, comme je l'ai dit plus tôt, se détermine dans une image comme enchaînement d'impressions. Or, le plan séquence, qui forme une image sur un enchaînement d'images, trouve sa signification dans la continuité matérielle des images qui définit, si l'on en croit Bernardin, l'ordre westernien. La primauté du travelling et du panoramique correspond profondément à la continuité et à l'immanence de l'ordre westernien. En abandonnant rarement les continuités matérielles des espaces sous la forme du plan séquence, le roman de Montalbetti produit un effet de temps. C'est pourquoi tout y est si lent. Le rythme se confond avec un long plan séquence d'une seule journée qui nous fait pénétrer dans l'ordre immanent et la durée vécue du Far West. Au-delà de l'intrigue, c'est là que réside la signification du roman, formant ainsi une véritable rencontre avec le cinéma. Pour conclure, j'aimerais justifier le nom de baptême de mon concept cinéfiction en fonction de des deux dimensions performatives qui le fondent théoriquement. Tout d'abord, le nom de... Je vais me faire un législateur de nom, comme Platon dit. Tout d'abord, le nom cinéfiction en tant que pacte cinématographique, donc pacte communicationnel avec le lecteur, trouve un sens en le rapprochant du terme autofiction. L'autofiction se définit approximativement comme un récit dont l'auteur amène le lecteur à reconnaître qu'il représente sa vie tout en ne le représentant pas, c'est-à-dire en s'autorisant l'introduction d'éléments fictionnels. L'autofiction est donc, comme la cinéfiction, un pacte communicationnel de type autobiographique qui repose sur un jeu ambigu entre la vérité et la fiction. De même, la cinéfiction repose sur un tel jeu de la vérité et de la fiction en faisant du cinéma tout en n'en faisant pas. Ensuite, le nom cinéfiction trouve un sens dans l'image diagrammatique qui est un acte de fiction cinétique. J'avoue crânement alors que je ne conçois guère d'autres noms qui conviendraient mieux que cinéfiction pour désigner les actes de fiction cinétique. Voilà.